Mesdames et messieurs, la conférence de ce soir s'intègre dans toute une série d'activités qui sont organisées par nos étudiants français et francophones qui ont organisé le cercle. J'aimerais souligner dans ce contexte que l'Académie diplomatique se réjouit d'une excellente coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie qui nous soutient avec toutes les activités francophones et tout cela se passe dans le cadre du plurilinguisme qui a une longue tradition à l'Académie dont nous sommes très fiers. J'aimerais aussi souligner que nous encourageons toujours nos étudiants à proposer une large palette d'événements humanistes et participatifs à l'Académie. Et en cette période cruciale de l'Europe, nos étudiants, le Cercle, ont encore une fois choisi d'analyser une thématique d'une actualité brûlante, Macron et l'Europe, un an après. Et je suis totalement convaincue que cette thématique stimulera un débat actif et intéressant. Alors, je vous souhaite une agréable soirée et je passe la parole au président du Cercle, M. Matteo Mirolo. Monsieur l'ambassadeur, messieurs les parlementaires, représentant les Français établis hors de France, mesdames et messieurs, chers amis du Cercle. Il est 20 heures passées de 20 minutes. Il y a un an, jour pour jour, heure pour heure, le président de la République, plutôt Emmanuel Macron, a été élu président de la République française. Et son élection a été saluée par beaucoup parmi les pro-européens. Un an après, il doit convaincre une Europe rongée par le doute. Quel est le bilan européen d'Emmanuel Macron? Quelles sont les perspectives d'avenir de son projet européen, si tant est qu'il est réalisable? Pour poser ces questions avec nous ce soir, je salue la présence de Loris Boischot, étudiant en journalisme à Sciences Po Paris et contributeur à la revue politique Charles. Et pour tenter d'y répondre, nos intervenants ce soir, Monsieur le sénateur Del Picchia, Monsieur le député Petit et Monsieur le conseiller consulaire Lovedec Guegano. Et je salue aussi votre présence à tous, vous êtes plus de 150. Je salue également la présence de nombreuses personnes qui nous suivent en direct grâce au live stream organisé par l'Académie diplomatique. Alors ce soir, nous voulons vous proposer un vrai débat d'idées. C'est pourquoi, à la fin du débat, vous aurez l'occasion de poser des questions aux intervenants et vous avez d'ores et déjà la possibilité de participer et de réagir à ce débat en direct grâce au hashtag Twitter Macron Europe qui s'affiche en bas de votre écran si vous nous suivez par live stream. Je remercie l'Académie diplomatique de Vienne qui nous offre encore une fois la possibilité d'utiliser ses locaux. Ma profonde gratitude va également au Weingut Österreicher aus Pfaffstetten qui nous a offert ce délicieux vin en début d'événement. Et puis les équipes du Cercle qui se sont mobilisées ces dernières semaines, ces derniers mois, pour vous offrir le meilleur accueil ce soir. Le Cercle, si jeune association, mais déjà si active dans la promotion de la francophonie et de la francophilie à Vienne. Et quel meilleur témoignage que nos prochains événements auxquels je vous invite d'ores et déjà. Les inscriptions sont ouvertes pour notre forum business du 28 mai à 19h. Nous y parlerons du français comme langue des affaires, l'atout francophone pour une carrière globale, autour d'une dizaine d'entreprises qui ont accepté de répondre à vos questions et d'échanger avec vous tous. Et puis le 8 juin, le Cercle parlera d'Afrique, plus exactement la croissance hors norme de ce continent. Nous vous proposons un colloque et une succession de tables rondes avec une quinzaine d'experts qui viendront spécialement pour nous. Toutes les informations sur ces événements et sur le Cercle en général se trouvent sur nos pages Facebook que je vous invite dès à présent à aimer. Sans plus attendre, je transmets la parole à Monsieur l'ambassadeur de France. Vive la francophonie, merci à tous.
Bonsoir et merci beaucoup de m'avoir convié à ouvrir par quelques réflexions ce débat. Je voudrais d'abord joindre mes félicitations à ce que vous avez dit, Madame, sur le développement du cercle. Le cercle, finalement, a moins d'une année, et en moins d'une année, j'ai vu comment ces jeunes rayonnaient, développaient leurs activités. 150 personnes ce soir, c'est un grand succès. Ils organisent aussi d'autres manifestations et vraiment c'est pour moi un grand plaisir de voir beaucoup de renouveau, beaucoup de nouveaux visages, de jeunes visages dans l'animation, je dirais, du courant francophone et de la communauté aussi francophone et française. Alors, je dois introduire, et je vais le faire, mais je voudrais préciser mon rôle, parce que j'ai une casquette quand même un peu particulière, c'est celle d'ambassadeur. Donc, comment introduire objectivement, et puis ensuite vous allez débattre. Mais moi, je ne dois pas débattre, parce que je suis ambassadeur et que je me place au-dessus, donc c'est vraiment difficile. Je vous propose la démarche suivante. Je vais être... le bouliste qui, en Provence, lance le cochonnet, c'est-à-dire qui pose les questions. Mais je ne lancerai pas de boule après, c'est-à-dire que, si vous me permettez, et non pas par manque d'intérêt, mais je ne participerai pas au débat, de façon à ce que la parole soit vraiment libre. Alors, Macron et l'Europe, je me suis dit, comment est-ce que je vais présenter les choses? Je propose deux questions ou deux oppositions. Première question, rupture ou continuité? Deuxième question, difficulté et espoir. Alors, premièrement, rupture ou continuité? Et là, je vais parler, pas simplement avec ma casquette d'ambassadeur, mais avec toute l'expérience que j'ai pu avoir aussi dans d'autres postes, parce que si vous regardez un peu ce que j'ai fait dans le passé, en fait, la moitié de mon parcours, c'est sur les affaires européennes. Alors, à différentes places, à Paris, à Bruxelles, dans des cabinets, dans d'autres pays européens. Donc, c'est un peu tout ça avec ma lecture de l'expérience que je voudrais livrer. D'abord sur la continuité. Il y a une règle européenne, c'est que quand la France est en capacité de proposer, l'Europe avance. Quand la France n'est pas en capacité de proposer, l'Europe stagne. C'est un fait objectif. Il n'y a pas une seule grande évolution, il n'y a pas une seule grande étape qui n'ait pas été franchie dans l'histoire de l'Europe, d'abord avec des idées françaises. Alors ces idées françaises ne sont pas des idées franco-françaises. On reprend ce que d'autres peuvent dire, etc. Mais il se trouve que c'est la France qui, en général, lance le débat. Que ce soit au moment de la fondation, que ce soit au moment de la création du marché unique, c'est-à-dire l'acte unique, que ce soit Maastricht, que ce soit le traité d'Amsterdam, le traité de Lisbonne. Il se trouve que soit la France est en état de proposer, et nous avançons, et soit la France n'est pas en état de proposer, et l'Europe attend. Voilà. Donc, lorsque l'on parle de l'actuel président, il faut bien se situer dans cette trajectoire. Et dans ce fait que Macron, lorsqu'il propose des choses, reprend le flambeau des propositions et de cette capacité de proposition que nous avons toujours eue dans le passé.
Et ça, c'est un élément de continuité. C'est un élément de continuité, c'est un élément qui a déjà eu des précédents. Voilà. Éléments de rupture. Éléments de rupture. J'en vois trois. La première chose, ce sont les éléments de rupture économique, la question de la réforme. Il ne s'agit pas pour moi de qualifier ce qui s'est fait dans le passé, il ne s'agit pas pour moi de critiquer ou de mettre en cause ce qui s'est fait ou ce qui ne s'est pas fait dans le passé, mais il s'agit pour moi de constater ce que disent nos partenaires. Nos partenaires, voilà, la France sort de la procédure de déficit excessif. Alors avant, c'était peut-être possible, c'était peut-être pas possible. Maintenant, c'est peut-être possible aussi à cause d'autres circonstances. Les vents sont peut-être plus favorables, les choses ont peut-être été préparées par des décisions qui ont été prises avant. Mais l'impression de nos partenaires, c'était une certaine fatigue. Les Français disent ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas eux-mêmes. Voilà. Donc le fait de 2,6, 2,7% et plus au-dessus de 3%, c'est un élément absolument fondamental pour la crédibilité de notre capacité de proposition. Et de ce point de vue-là, objectivement, il y a une rupture par rapport à la perception qu'avaient nos partenaires du discours français et de la posture française. Parce qu'après tout, éléments de rupture, enfin, nous ne sommes pas les meilleurs juges pour les éléments de rupture. C'est qu'est-ce que les autres pensent. Ça, c'est le premier élément de rupture. Le deuxième élément de rupture, ce sont les circonstances. Les circonstances qui sont nouvelles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que l'Europe est confrontée à de nouveaux défis et que ces nouveaux défis ne se posaient pas avec cette acuité dans le passé et que c'est la capacité des propositions françaises à répondre à ces nouveaux défis qui fait la validité ou l'intérêt de ces propositions ou pas. Et autrefois, comme ces défis n'étaient pas perçus de la même façon, avec la même acuité, il n'y avait pas vraiment de propositions dans ce domaine. Je citerai trois circonstances nouvelles. La première circonstance, c'est les circonstances, je dirais, économico-technologiques. Internet, la fiscalité, ce qu'on appelle les GAFA. Autrefois, ces questions n'étaient pas perçues avec autant d'acuité par nos sociétés. Et aujourd'hui, il y a des vraies questions. On nous avait dit l'Internet, c'est super, ça va régler tous les problèmes, c'est l'essence de la liberté. Et puis, par contre, les régimes qui sont moins démocratiques, eux, vont souffrir de l'Internet. Vous allez voir, on ne va plus réfléchir en termes de frontières. Et donc, c'est bien, il se passe un peu l'inverse. Il se passe un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'une liberté sans règles devient une liberté déréglée.
et on s'aperçoit que les États autoritaires retournent à leur profit cette liberté dans la liberté, dans cette hyper-liberté, je dirais. Deuxième circonstance nouvelle, la question migratoire. La question migratoire a envahi nos sociétés, et de façon incontournable. Il y a eu en Autriche une perception extrêmement vive de la crise de 2015, chose qui est un peu oubliée en France, ce pays qui se retrouve du jour au lendemain avec 100 000 demandeurs d'asile pour une population de 8 millions d'habitants. Et une gestion de la crise dans l'urgence, une gestion de la crise dans la crise qui n'a pu que parer par des mesures palliatives qu'à un début de réponse. Et maintenant, aujourd'hui, la perception que la crise migratoire et la question migratoire, elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous, à cause des déséquilibres démographiques, à cause du problème démographique africain, à cause de l'instabilité des régions qui entourent l'Europe. Ça fait aussi une circonstance nouvelle qui n'existait pas avant. Je veux dire, Schengen a été inventé à un moment où cette question ne se posait pas véritablement. Et puis, le troisième élément de rupture, c'est le projet global. Alors, il y a déjà eu des projets globaux dans le passé. Je dirais que Maastricht, d'une certaine façon, était un projet global, l'acte unique était un projet global, mais le nouveau projet global, ce sont les propositions, je dirais, pour faire court, du discours de la Sorbonne. Je voudrais revenir sur les éléments de rupture, quand je dis les circonstances nouvelles, et sur la question de la migration. Parce que l'on dit, en fait, oui, mais l'Europe n'a pas répondu à la question. Vous savez, la tradition de tous les États, la tradition de toutes les institutions, c'est toujours la difficulté à anticiper et à prévoir. Donc, je dirais que d'une certaine façon, c'était normal. Et à moins d'être un État avec d'autres principes, il était normal que nous ne soyons pas bien préparés à ce qui nous est arrivé. Voilà, rupture ou continuité. Continuité, donc, la France dans son rôle de proposition. Rupture, la question économique et notre nouvelle perception par nos partenaires de notre volonté de réforme, les circonstances nouvelles, les migrations, d'autres sujets et le projet global. Difficulté et espoir. Alors là, je dirais qu'en fait, pour moi, le plan d'explication est très simple, parce que les sources de difficulté sont les sources d'espoir. En fait, c'est très simple. Soit l'Europe aborde vraiment tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés et passe par les réformes nécessaires, soit nous ratons cet objectif. Alors dans les difficultés, je rappellerai les défis, migration, technologie. Je dirais aussi les fossés à l'intérieur de l'Union européenne. Deux fossés, le fossé Est-Ouest, entre des pays du Sud qui ont des difficultés de réforme que nous connaissons, et des pays du Nord qui, eux, sont d'abord dans un esprit de discipline.
Sauf que ces pays qui sont d'abord dans un esprit de discipline oublient qu'ils tirent de leur prospérité des pays du Sud aussi. C'est ça la difficulté. Nous sommes solidaires dans nos difficultés. Et il ne peut pas y avoir de prospérité des pays du Nord sans les pays du Sud. C'est comme ça. Il y a aussi une autre difficulté, c'est la montée des oppositions et l'impérieuse nécessité pour l'Europe de faire entendre sa voix. Dans le fond, l'Europe n'a pas le choix. Le monde va se construire. Donc, soit l'Europe est acteur, soit le monde se construira sans elle. Quand vous êtes à l'étranger, mais quand vous voyez dans notre pays, c'est incroyable de voir la demande d'Europe qu'il peut y avoir. Et voilà, tous ces pays, toutes ces zones qui sont proches, le Moyen-Orient, mais aussi l'Afrique, par exemple, mais aussi les pays plus à l'est. Nous avons tardé à élaborer une véritable politique étrangère de sécurité et de défense commune. Et l'élastique de la vérité, je dirais, l'élastique de la réalité, nous revient en pleine figure. La question migratoire, c'est la question de est-ce que nous avons bien fait jusqu'à présent? Réponse pas assez. De quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de plus de solidarité entre nous et de plus de solidarité et de partenariat avec les pays du pourtour, les pays partenaires. Pas de stabilité en Europe sans stabilité en Afrique. Voilà. Pas de développement en Europe sans développement en Afrique. Voilà. Voilà. Alors, c'est ça les difficultés, et en même temps, ce sont en même temps les espoirs, parce que d'une certaine façon, nous avons les moyens de répondre à ces défis, et nous les connaissons. Alors, il y a des négociations. Alors après, comment est-ce que ça va se passer? Ça va se passer qu'il se trouve que nous avons la chance d'avoir devant nous une énorme négociation, qui est la question, à partir de 2020, on dépense quoi, comment, pour les 7 prochaines années en Europe. Vous avez la politique agricole commune, vous avez les fonds structurels, etc. etc. Bon, voilà, le compteur s'arrête. La dernière fois qu'on a prévu, en gros, les choses, le compteur s'arrête en 2019. Donc, il faut choisir qu'est-ce qu'on fait en 2020. D'où les propositions de la Commission très récentes de la semaine dernière, et que tout le monde a critiqué. Mais que si tout le monde a critiqué, c'est que c'est des bonnes propositions. C'est que tout le monde a quelque chose à demander. Et le fait qu'il y ait ces négociations sur les perspectives financières fait qu'il y a un motif de se retrouver autour de la table. Et se retrouver autour de la table dans une configuration qui n'a jamais été une configuration passée. Dans le fond, dans le passé, qu'est-ce qui négociait? C'était le Nord et le Sud, avec l'Est, et puis on disait à l'Est, bon voilà, on vous donne tant d'argent. Ah ben non, mais c'est pas assez. Ah ben voilà, de toute façon, on n'a que ça. Hein, voilà. Donc il n'y avait pas de vraie négociation. Là, aujourd'hui, il y a une vraie négociation entre le Nord, le Sud et l'Est. Ce sont tous les débats que nous voyons et qui se cristallisent sur la question des valeurs. La question des valeurs n'est pas une question innocente. Ce n'est pas simplement une question innocente parce que ce serait une question de remise en cause, de souveraineté, etc., etc. Toute la communauté, tout notre fonctionnement, tout notre marché unique, toute l'implantation de nos entreprises, tout notre fonctionnement institutionnel est fondé sur des principes démocratiques et des valeurs. L'indépendance de la justice, le refus de la stigmatisation,
récemment, je lisais dans un article du Standard, d'ailleurs, c'était très intéressant. Voilà, il y avait le journaliste disait, qui a dit ça? Il y avait une phrase. Voilà. Puis il disait, bah, vous pensez que c'est Hitler? Ben non. C'est Orban. C'est pas vrai qui. Je cite un article. Hein. Je cite un article. Donc l'intérêt des perspectives financières, c'est que, bah voilà, il va falloir se mettre sur la table. Dans le fond, dans le passé, la question des valeurs n'était pas posée. Parce que tout le monde fonctionnait sur les mêmes valeurs. Là, maintenant, il y a des questions qui sont posées. Alors, vous avez des gens qui vont dire, mais vous n'avez pas le droit de dire que vous allez nous supprimer l'argent parce qu'on ne respecte pas les valeurs. Comment je fais, moi, au Parlement français, pour faire ratifier des contributions? Si on me dit, oui, mais bon, ben, vous savez, la justice, au tel endroit, c'est pas comme chez nous. Nos entreprises, le marché unique, c'est tout qui s'effondre. Voilà. Donc, c'est tout ça qui est aujourd'hui posé. Et l'intérêt des propositions françaises, c'est que ce sont des propositions situées dans cette problématique. Propositions situées dans cette problématique avec un aspect sur les valeurs, avec l'aspect sur la question migratoire, avec des propositions sur les questions fiscales et de contrôle de contenu sur Internet. Parce qu'il faudra bien... enfin, je veux dire, l'idée qu'une liberté s'autorégule, c'est bien gentil. Mais vous savez, un jour, il y aura bien un juge qui va dire bah, écoutez, tel fournisseur d'accès, je constate que telle personne s'est radicalisée en regardant tel contenu sur tel site. Alors vous avez des fournisseurs d'accès qui disent ah oui, mais moi je fournis les tuyaux, hein, je suis responsable de rien. Ben, c'est pas possible. C'est pas possible. Dans les journaux, vous ne pouvez pas écrire n'importe quoi. Donc, il va falloir trouver les méthodes. Donc, toutes ces propositions, Macron, qui sont déclinées essentiellement dans le discours de la Sorbonne et celles qui se sont ajoutées depuis, sont des propositions qui proposent une démarche commune. Et moi, je voudrais beaucoup insister en conclusion sur la question de la prise de responsabilité de l'Europe sur son destin. C'est aujourd'hui pour cela qu'il y a toutes ces discussions sur des questions commerciales. C'est aussi la raison pour laquelle il y a toutes ces discussions sur la question du Moyen-Orient, de la stabilité du Moyen-Orient. C'est aussi ces questions pour lesquelles se pose la question du débat multilatéral. Et les propositions, je pense, de notre président sont celles qui essayent d'aller le plus dans la promotion, la protection et la promotion des intérêts de l'Europe pris collectivement. Je ne crois pas qu'il y ait une seule proposition, si vous réfléchissez bien, où on pourrait dire c'est uniquement dans l'intérêt français. Je crois que ce sont des propositions situées globalement. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont écoutées. Et quand on parle d'Europe, en conclusion, je crois qu'on dit toujours l'Europe va mal, la montée des extrémismes, etc. Enfin, voyons ce à quoi on a déjà évité. Puis ma foi, la montée des extrémistes, d'accord, enfin le Brexit, c'est pas la fête au Royaume-Uni. Pensons aussi que dans les pays où il y a débat, et là je renvoie aussi au débat sur les consultations citoyennes qu'a souhaité le président, pourquoi laisser toujours aux polémistes négatifs le débat sur l'Europe, je constate aussi la vigueur du débat dans un sens tout à fait positif.
La première réaction après le Brexit, dans le bon sens, ça a été l'élection en Autriche de Van der Bellen. Donc on a posé la question aux Autrichiens, est-ce que vous voulez de l'Europe ou pas? Les Autrichiens, ils ont bien compris en quoi dans quel paysage global ils se situent. Voilà ce que je voulais dire. Alors bien sûr, la route sera longue, semée d'embûches. Il y a la question, oui, mais les Allemands, alors, est-ce qu'ils vont suivre? Parce qu'on ne sait pas, etc., etc. Il faut toujours, évidemment, avoir une démarche où on regarde ce que vont penser les autres. Mais moi, je dirais sur l'Europe, et c'est un peu une conclusion un peu paradoxale, je suis optimiste par expérience. Je suis optimiste par expérience quand je vois tout ce que nous avons fait et quand je vois que la vigueur du débat et la volonté que l'Europe s'intéresse vraiment au débat de société montre que je pense que globalement, soit parce qu'on loue l'Europe, soit parce qu'il y a critique, finalement on arrive toujours à la même chose. C'est peut-être d'un peu plus d'Europe et d'esprit européen que tout le monde souhaite, et pas de moins d'Europe. Voilà, pardon d'avoir été un peu long, et puis je vous souhaite un bon débat. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Bonjour à tous. Merci d'être là. Frédéric Petit, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, donc, je le rappelle, député des Français de l'étranger depuis l'année dernière, élu l'année dernière sous l'étiquette MoDem. Vous faites partie de la majorité présidentielle qui soutient donc Emmanuel Macron. Robert Del Picchia, merci aussi d'être avec nous. Vous êtes sénateur, membre du groupe Les Républicains au Sénat, sénateur donc des Français de l'étranger, vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense au Sénat. Frédéric Levoudec-Guégano, merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes conseiller et consulaire Autriche, Slovaquie, Slovénie, élu sur la liste pour une proximité solidaire. Vous êtes adhérent, membre donc du Parti socialiste. Ma première question, finalement, elle est assez simple. Nous sommes 1 an après l'élection d'Emmanuel Macron. Nous sommes 1 an avant les élections européennes. Comment est-ce que vous qualifieriez cette première année européenne du président de la République? Frédéric Petit. Merci. D'abord, je voudrais encore une fois remercier le Cercle et me placer dans un contexte francophone. J'ai dit il y a très peu de temps que la francophonie, c'était d'abord un espace culturel, c'est pas un cours de langue, c'est un espace culturel. Et je vous rappelle aussi que Jean Monnet, bien après avoir été le père fondateur de l'Europe, au moment où il allait quitter ce monde, s'est posé la question et il a dit « si c'était à refaire, je commencerais par la culture ». Donc je crois que c'est important et c'est tout un symbole que nous soyons ici dans un espace culturel, la francophonie, pour ce débat. La deuxième chose que je voudrais dire en préambule à la réponse à la question, c'est ce que je représente. Je représente les Français à l'étranger. Je préfère cette particule à l'étranger. J'estime que nous sommes des Français à l'étranger et non pas de l'étranger. Quand on dit deux, on a toujours une espèce on est vers la France ou on revient de France. Moi, je dis, je suis Français à l'étranger, j'habite à l'étranger et je suis Français, je participe à l'aventure de mon pays et je suis dans un autre pays et c'est ça qui fait ma richesse, la richesse de mes enfants et la richesse de tout ce que je peux apporter. Donc cette notion de ce qu'on représente, je crois qu'en Europe, c'est très important. Ma circonscription, c'est une circonscription très particulière. Ma circonscription, c'est l'Allemagne. L'Autriche, l'espace germanophone, c'est les pays du V4 et c'est les Balkans. Je crois, je dis souvent, je l'ai écrit pour ceux qui ont pris la patience d'aller voir ce que j'écris de temps en temps, je dis que ce sont les 3 moteurs de l'Europe. Et d'autant plus que je représente des gens qui y sont implantés, des gens qui y sont enracinés. Et je crois que ce que nous avons à faire avec ceux qui sont de binationalité, de bicitoyenneté, des fois j'ose le mot de bipatriotisme ou de multipatriotisme, nous avons une réponse par la culture, nous avons une réponse à donner à ce qui se passe aujourd'hui. Et je suis ravi qu'on en soit là aujourd'hui. Et qu'est-ce que alors le député des Français à l'étranger, Merci. qui vit l'Union européenne,
au quotidien, pense donc de cette première année européenne d'Emmanuel Macron? Alors, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Je crois que bon, un bilan au bout d'un an, on ne fait pas le bilan d'un mandat de 5 ans au bout d'un an. Par contre, il y a des choses qui sont peut-être dans la continuité ou dans la rupture, je ne sais pas, mais qui sont extrêmement marquantes pour moi. En particulier sur des données comme... C'est la première fois quand même, à ma connaissance, que la diplomatie française s'adresse à des problèmes de fond, comme le climat, comme le rapport à l'Afrique, en disant « nous sommes l'Europe ». J'étais à un débat en Allemagne samedi dernier, on parlait d'Afrique avec des Allemands. Et on sent bien que ce qui est en train de se passer, c'est un regard qui est différent. Je veux dire, les Allemands ne vont pas en Afrique comme les Français. En Slovénie, il y a une volonté aujourd'hui d'aller en Afrique. On n'y va pas de la même manière, mais je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons, et c'est un premier acquis de cette première année, on parle d'Europe, non pas uniquement en se regardant soi-même, mais on parle d'Europe pour s'adresser à des problèmes qui sont des problèmes mondiaux, parce que c'est la tradition française, et maintenant ça deviendra la tradition européenne, de s'adresser à ces problèmes, mondiaux, comme le climat, comme l'Afrique, comme la démographie, comme l'enseignement. L'enseignement, oui, je le dis et je le répète. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Effectivement, l'Allemagne a pris du temps. On est dans des difficultés. J'aime assez l'expression optimiste par expérience. Oui, je suis un peu un vieux maintenant, et je suis assez optimiste sur ce qui est en train de se passer, malgré tout ce qu'on voit, malgré ce qu'on raconte. Je crois effectivement que les sociétés européennes que les sociétés des pays qui sont dans l'Europe sont des sociétés profondément européennes. La première fois que le ministre m'a vu à l'Assemblée, le ministre Le Drian m'a vu à l'Assemblée, qu'il a appris que j'habitais à Varsovie, il m'a regardé, il m'a dit « Ah bon, c'est pas trop dur ?» Je le regardais, je lui ai dit, mais enfin, je vis mieux à Varsovie que peut-être des gens en France. Je suis très bien à Varsovie, et la société varsovienne est une société européenne qui se sent très bien en Europe. Ce qui se passe, c'est des disputes, je dirais, des disputes de frères. C'est pas des disputes pour se séparer. C'est pas des divorces. Et c'est bien qu'il y ait le débat. Je crois que le débat est posé avec l'Allemagne. Je crois que le débat va avancer. Les grandes positions de principe que nos partenaires allemands posent aujourd'hui et qui font tourner les rotatives ne m'inquiètent pas. Je crois qu'on va aller vers des choses... Les problèmes sont bien posés. Ils sont bien posés par le président de la République, et ils sont bien lus par les Allemands qui posent des questions, parce que les Allemands se posent des questions et essayent d'y répondre de manière très concrète. Alors, je n'ai pas d'inquiétude. Robert Del Picchia, est-ce que ce que dit M. Petit, c'est finalement que le regard a changé sur la France dans l'Europe? Est-ce que vous avez le sentiment que la France pèse plus dans l'Europe depuis un an? Oui, bien sûr, mais ça dépend bien sûr d'Emmanuel Macron. Alors, pour répondre à votre première question, simplement, il y a un lycée, est-ce que vous qualifiez il y a un lycée à côté. Moi, je dirais, sur le bulletin trimestriel, bien, dans beaucoup de choses, pour l'Europe, peut mieux faire encore. Alors, pourquoi peut mieux faire? Alors, tout simplement parce qu'il faut voir le personnage. Écoutez, rappelez-vous qu'Emmanuel Macron est né en 1977 seulement. Autrement dit, il n'a pas vécu tout ce qui s'est passé dans les problèmes européens très difficiles avant. Donc, vous allez me dire, ah bah oui, bah alors il ne connaît pas l'Europe. Pas du tout, il connaît assez bien l'Europe. Lors de sa campagne, et même avant, il avait déjà une position pro-européenne. Mais avec des réticences sur ce qui se passait à Bruxelles. Et je vais vous donner un exemple. Un ami industriel important investit en France et connaît une difficulté à cause de l'Union européenne pour des histoires d'emprunts que Bruxelles considérait comme n'entrant pas dans le cadre des emprunts en France, etc. Bien. Emmanuel Macron, que je connaissais, que je côtoyais donc en tant que ministre régulièrement, je lui ai expliqué le problème. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Je lui ai dit, écoute, je te fais rencontrer mon ami et tu verras. Il l'a rencontré, mon ami l'a convaincu, il a dit, bon, je vais à Bruxelles. Et il est allé à Bruxelles, et il est revenu avec un accord. Donc il est allé bousculer l'administration bruxelloise, je ne dis pas européenne, mais bruxelloise, de l'Union européenne, parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et que Bruxelles avait jugé impossible. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il a une approche pragmatique, voilà. C'est ça, de l'Union européenne? C'est l'exemple que je voulais donner, c'est cette approche pragmatique. Bien, il l'a. Mais, deuxième
personnage que je vois avec l'Union européenne, c'est qu'il fallait se faire connaître d'abord. Ce n'est pas parce qu'il est allé dans un bureau d'un directeur à Bruxelles qu'il était connu. Il a été connu pendant la campagne, mais pas tellement de tous les Européens. Il a été connu le jour où il a été président. Et toutes les télévisions ont parlé de lui. Et depuis, il a dû asseoir sa personnalité internationale. Et il l'a très bien fait. Il a fait 43, 44 voyages à l'étranger en un an. Il a été à l'étranger pendant 2 mois et demi à peu près, je crois 75 jours, un truc comme ça. Donc, il a vu une dizaine de pays en Afrique, il a vu des pays européens, États-Unis, etc. Donc, il a mis sa position internationale en avant. Maintenant, les Européens le regardent avec un autre visage, notre façon de le voir, en disant « mais ce type-là, finalement, eh bien, il est plus important que ce qu'on croyait au départ. » Parce qu'au départ, quand il était président, « oui, le jeune Macron, on va voir ce qu'on va voir, et on va voir comment ça se passe dans les débats européens. » Eh bien, finalement, il y va, et il le fait. Alors, c'est vrai qu'il est préoccupé par des situations en France, qu'il occupe par ses voyages à l'étranger, mais ça, on va peut-être revenir. Mais pour l'instant, je dirais que peut mieux faire, parce qu'il faut qu'il arrive maintenant à convaincre les parlementaires européens, bien sûr, les responsables des gouvernements européens. Il a une petite difficulté avec l'Allemagne en ce moment, c'est vrai, mais il faut dire que Mme Merkel n'est pas dans une position où elle peut négocier facilement comme elle le faisait avant avec les autres présidents français. Donc ça, on en reparlera peut-être. Mais voilà, moi, pour répondre à votre première question, c'est ça. Monsieur Le Vouedec, le sénateur professeur Delpiquet a mis sa note sur le bulletin. Qu'est-ce que vous mettriez, vous, comme note sur le bulletin du président Emmanuel Macron ? Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiendrai à préciser avant que je suis, contrairement à M. Delpiquet, à M. Petit, un élu de circonscription. Je n'ai aucune relation, et je n'ai pas encore eu l'occasion, ne siégeant pas à l'AEFE, parce que c'est M. Louis Sarrazin qui siège à l'AEFE, de rencontrer le président. Je pense qu'effectivement, ce nouveau président, M. Macron, a donné une image positive au niveau de l'Europe. Je pense que tout le monde a été charmé de ce personnage jeune, fringant. Il a effectivement parcouru l'Europe, mais je pense qu'il a aussi, dans son passage, commis aussi quelques maladresses. On a parlé tout à l'heure que la France a été vue très souvent comme un pays un peu donneur de leçons au niveau économique. Et d'ailleurs, on reviendra là-dessus plus tard, parce qu'on parle de réformes, mais on parle aussi de réformes, des réformes pour rentrer dans le moule européen, mais des réformes à quel prix pour les Français ? C'est-à-dire, on voit, on entend tout ce qui se passe aujourd'hui en France. Il a été vu aussi et je pense notamment quand il est passé dans les pays d'Europe centrale, en rapport avec le travail des détachés en France. C'était en août dernier, je crois, fin août dernier. Ouais. Tout à fait. Il n'a pas été bien reçu non plus dans tous les autres pays. Donc je pense que M. Macron doit faire attention aussi à ce genre de choses et à l'image qu'il projette dans ces pays. En tant que membre de l'opposition, certainement, je ne peux que être heureux d'avoir un président pro-européen aujourd'hui, et comme ce l'était auparavant, mais également, je dirais qu'il doit encore faire des progrès sur les réformes. Certes, on doit faire des efforts, mais je le redis, à quel prix ? Emmanuel Macron, dans son programme présidentiel, avait indiqué la réforme de la zone euro comme une de ses priorités. Or, aujourd'hui, cette réforme semble hypothéquée, notamment par le partenaire allemand et la coalition de Mme Merkel. Le président de la République semble faire une croix déjà sur sa proposition d'un Parlement de la zone euro, d'un ministre des Finances de la zone euro. Est-ce que c'est une première entorse à ce projet européen, Monsieur Petit ? Je ne vois pas la même chose. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je crois que l'Allemagne est en train de discuter. Quand l'Allemagne discute, ils ne discutent pas comme les Français. Ils ne discutent pas à coup d'annonces et de gros titres. Ils discutent parce qu'ils ont envie de discuter et ils sont en train de discuter. Je répète mon optimisme. Je crois que ce qui est annoncé aujourd'hui dans les discussions allemandes sur ce sujet, pour moi, ne sont pas encore un non. Il faut quand même
bien suivre ce qu'a dit Mme Merkel au moment de la coalition. Voilà, ils se posent des questions, ils réfléchissent. C'est quand même un commissaire allemand qui est en train de porter le nouveau budget. Voilà, je crois que ce qu'a dit Monsieur l'ambassadeur est très important. À titre personnel, j'ai organisé des séminaires citoyens parce que je crois beaucoup à la participation des citoyens et j'ai pris comme premier sujet le budget de l'État. Et il y a des gens qui me regardent en me disant « mais qu'est-ce que tu vas t'embêter avec ça ?» Tout le monde s'en fiche du budget de l'État. Et l'image que je prenais, c'était l'image d'un couple. Je veux dire, quand on est amoureux, on est amoureux. Tant qu'on n'a pas parlé d'argent, c'est pas sérieux. Hein. C'est qu'à partir du moment où on parle d'argent qu'on peut savoir si c'est vraiment quelque chose qui va durer. Et ben, je dis que le budget de l'État et le budget de l'Europe, c'est pareil. C'est pas que de l'argent. Ça traduit des valeurs. Ça traduit des valeurs. Donc la négociation qui est en train de se faire et dans laquelle le couple franco-allemand va être très importante, mais enfin, je veux dire, on a une monnaie d'euro qui n'est pas une monnaie aujourd'hui, qui ne sert pas à définir un budget. N'importe quel étudiant de première année se pose une question. Donc on sait bien qu'on va y répondre. Et même Monsieur Scholz y répond aujourd'hui. Il dit effectivement, il faut faire quelque chose. Donc je n'ai pas le même pessimisme que ce que vous avez, malgré les 30 ans d'écart, avec ce que vous dites. Le pessimisme, c'est une question, et j'aimerais peut-être aussi Monsieur Del Picchia sur ce sujet, peut-être sur cette idée de cette réforme de la zone euro. La réforme de la zone euro, d'abord, on en parle depuis longtemps, et il n'a pas été le premier, mais déjà, quand il était ministre, il a déjà évoqué cette situation, il voulait déjà un ministre des Affaires financières de la zone euro. Bon, c'est peut-être un peu utopique pour l'instant, mais à partir du moment où on arriverait à une fiscalité commune, en commençant par les entreprises, et ça on va y arriver à un niveau d'impôt pour les entreprises qui sera à peu près le même dans tous les pays de l'Union européenne, parce qu'on se rend compte que certains pays ont des niveaux d'imposition plus bas et les investissements se font dans ces pays-là. Donc, quand on sera arrivé déjà à ça, on arrivera peut-être un jour. Alors, il est allé peut-être un peu vite en annonçant, mais vous savez, si vous n'annoncez pas quelques propositions pour faire bouger les choses, c'est pas ceux qui sont réticents à ce sujet qui viendront le mettre sur la table. Et vous savez, je suis un peu d'accord avec mon député, ami député, c'est que je ne suis pas dans l'opposition, je suis au groupe LR du Sénat, mais je ne suis pas membre du parti, je suis rattaché, c'est un truc un peu amusant, rattaché administratif. Donc je suis en bas de la liste et j'appartiens à ce groupe parce que j'apporte de l'argent, parce que l'État vire de l'argent au groupe politique, donc apporte de l'argent à ce groupe-là. Donc il me faut une place, il me donne la possibilité de parler lorsque j'ai envie de parler, de faire des propositions de loi ou des amendements, etc. Là, c'est ma place. Mais je ne suis pas opposé au gouvernement. Je vote les lois proposées par Édouard Philippe, avec qui je suis très copain, et je les vote lorsqu'elles sont positives, et je considère qu'elles sont quelque chose de bien. Lorsque je ne suis pas d'accord, je vote contre. Donc cette idée-là, par exemple, Donc cette idée-là, moi, je serais tout à fait pour, et je voterai pour, si on devait voter un jour. On ne votera pas encore là-dessus, parce qu'effectivement, ça va prendre encore pas mal de temps. Mais, disons que je suis plutôt pour, et je crois que ce serait bien pour l'Europe et pour tout le monde, parce qu'on a besoin d'une Europe forte pour lutter contre une concurrence chinoise, américaine et autres, sur le plan économique surtout. Monsieur Louvedec, qui dit réforme de la zone euro, dit, dans ce sens-là en tout cas, plus d'intégration européenne, un approfondissement de l'intégration européenne. Est-ce que c'est une idée qui vous séduit aussi? Tout à l'heure, vous disiez à quel prix? C'était la question qui semblait vous tarauder. Voilà, mais c'est à quel prix pour les Français? Je veux dire, les réformes qu'on a eues en France en ce moment, on voit un certain mécontentement. Les chiffres aussi sortent également en ce moment sur comment ressentent les Français après un an de présidence de M. Macron. On a des chiffres de 55% de mécontentement. Les Français sont satisfaits sur tout ce qui touche à l'insécurité, les réformes qui ont été faites sur l'insécurité, sur les relations internationales, mais tout ce qui touche ensuite à tout ce qui est social et emploi, c'est-à-dire toutes les réformes qui sont faites aussi pour entrer dans le moule européen, je veux dire, ne passent pas du tout au niveau des Français, et peu importe les générations, je veux dire, toutes les générations sont touchées. On a aussi un ressentiment des Français d'avoir M. Macron, qui ne se déclarait ni de gauche ni de droite, un ressenti d'une politique de droite pour plus de 60% des Français aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr que c'est ce qu'ils attendent. Il y a une volonté européenne, comme l'a dit M. Del Picchia, peut-être que les choses vont un petit peu vite,
Trop vite pour vous, en tout cas? Trop vite, je ne sais pas. À votre goût? Je ne sais pas, mais trop violemment, oui. Et trop violemment, dans quel sens? Dans quel domaine en particulier, justement? Comme je vous le disais, sur la politique sociale, sur la réforme de l'emploi, hein, récemment, on a parlé des... Mais dans la politique européenne en particulier aussi? Dans la politique européenne, je pense que M. Macron doit encore affirmer ses idées aujourd'hui. Et vraiment, l'importance, ce que je vois le plus important, c'est la relation avec son homologue allemande. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, M. Lucas? Les idées de Macron sur l'Union européenne, ça dépend lesquelles. Alors ça, c'est vrai que c'est un point difficile à réaliser. Très bien, ça va prendre un peu de temps. Mais il a d'autres idées fantastiques. Par exemple, Erasmus, augmenter le nombre Erasmus. Notamment pour les apprentis. Pour les apprentis, pour les lycéens, pas seulement les étudiants, mais les lycéens, passer 6 mois à l'étranger. Pour les apprentis, ce qui est encore une très bonne chose. Et ça sera bien de voir les apprentis en France pour expliquer aux Français qu'être apprenti, c'est pas quelque chose qu'on met de côté parce qu'on ne sait pas étudier, on ne sait pas suivre le cours du lycée, parce qu'il y a beaucoup d'apprentis en Autriche qui ont des entreprises qui fonctionnent très bien et qui ont eu un moment d'apprenti et qui a été très favorable. Malheureusement, en France, il n'y en a pas assez et c'est bien dommage. Mais en ce qui concerne les idées, Erasmus est une excellente idée. Créer 20 universités européennes, je crois que c'est une bonne idée. Ici, à l'Académie diplomatique, on devrait être tout à fait pour, j'espère, puisque c'est quelque chose qui est de très bon niveau pour les Européens. Et puis, on peut dire ce qu'on veut de Macron. Alors, il a réussi, il n'a pas encore réussi pour l'Europe. Mais en tout cas, l'Europe le reconnaît, puisque je crois que c'est ce soir qu'il reçoit le prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle pour être un Européen convaincu qui travaille bien pour l'Europe. Donc, je veux dire que c'est plutôt... Et ce n'est pas nous qui le décernons, hein, ce sont les Allemands. Notre conférence est effectivement en plein dans l'actualité. Est-ce que l'idée d'Europe de la défense aussi, c'est une idée qui vous séduit, par exemple? Alors, l'Europe de la défense, oui. Et ça, c'est un peu comme l'Arlésienne. Est-ce que ça vous semble utopique aussi? Qu'on ne voit jamais. Mais non, c'est pas utopique. C'est pas utopique pour une raison simple. C'est qu'on est condamné à une défense européenne. Et je vais expliquer très rapidement pourquoi. Parce que les Américains, ils n'ont plus envie de dépenser beaucoup d'argent pour les Européens, parce qu'on a une dépense d'un budget européen de la défense, tous les pays confondus. Alors c'est difficile ici en Autriche de parler beaucoup d'Europe de la défense, parce que je sais bien que les Autrichiens ont des antécédents historiques qui les obligent, entre guillemets, dans leur esprit en tout cas, à participer à l'Europe de la défense, bien qu'ils y participent de différentes façons. Mais l'Europe de la défense, on est condamné. Les Américains vont laisser tomber, ou laissent tomber tout doucement. Bon, on a un budget, si on le mettait ensemble, qui permettrait d'avoir une vraie Europe de la défense. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? On a des concurrences entre les producteurs d'armement, français, suédois, allemands, italiens, espagnols. Lorsqu'on travaille ensemble, on a un bel exemple, c'est Airbus. Airbus, c'est un grand succès mondial. Si on faisait quelque chose en commun, on a fait un avion en commun, on va peut-être, l'Eurofighter, on va peut-être en avoir un nouveau. Si l'Europe arrive à avoir ces accords de production d'armement, ce que propose Macron, c'est des échanges entre les armées. Faire venir, comme on fait comme les étudiants passent 6 mois quelque part, eh bien faire venir des militaires de l'armée autrichienne en France, par exemple, pendant quelques mois pour voir comment ça se passe, partager l'expérience. On arrivera petit à petit à une défense européenne. Alors là, il ne faut pas parler de mois, il faut parler d'années. Disons, dans 10 ans, on pourra en reparler. Si vous nous réunissez dans 10 ans, j'espère que je ne serai pas complètement gâteux et je pourrai vous expliquer comment on y est arrivé. On vous réinvitera, évidemment. En tout cas, on voit que tous les trois, vous êtes plutôt, après ce tour de table, favorables à la politique qui est menée aujourd'hui. Est-ce que finalement, en faisant apparaître, ma question est volontairement provocatrice, en faisant apparaître l'Union européenne comme une évidence, Emmanuel Macron n'est pas en train de tuer le débat politique? Frédéric Petit. Non, je ne pense pas. Non. Au contraire, je crois que le débat est très vivant. J'y tiens beaucoup. Je tiens beaucoup à ce débat. Je suis dans un pays où, comme ici, on est en plein débat, on est en émergence. Et je crois que c'est important de...
dire que c'est une évidence, c'est un peu rapide. Il ne présente pas ça comme une évidence, il présente des choses concrètes. On a dit tout à l'heure, Frédéric a dit tout à l'heure qu'il était fringant. Moi, je pense, et ce qui est intéressant et ce qui est plaisant aujourd'hui dans le travail que je fais, qui est une de mes fonctions, c'est de contrôler le gouvernement, c'est qu'on a affaire à quelqu'un d'intelligent. Je veux dire, quelqu'un qui se pose des questions de façon extrêmement pointue. On est dans un monde complexe, les réponses ne sont pas simples ni simplistes. J'avais inventé ce concept il y a une trentaine d'années dans d'autres circonstances, je parle d'intelligence. C'est vrai qu'il faut arriver à répondre vite et bien, et on est là-dedans. Donc je crois que le débat existe. Il ne met pas les choses comme des évidences. Le débat existe. Est-ce qu'il faut un ministre ou pas un ministre ? On a parlé des travailleurs détachés. La question des travailleurs détachés a été médiatisée de manière complètement inverse à ce que c'est. La circulaire de 96 sur les travailleurs détachés gère une exception. Okay. Aujourd'hui, moi j'ai été travailleur non détaché, parce que j'avais pas besoin d'être détaché, parce que j'étais local. Je suppose qu'ici, il y a énormément de Français qui travaillent ici sous contrat local, ce qui est la règle en Europe. Et il y a beaucoup de gens qui se déplacent en Europe et qui vont travailler, des Polonais qui vont travailler en France et qui payent leur sécurité sociale en France, c'est la majorité. Le travail détaché a été quelque chose qui a été inventé pour régler des problèmes d'exceptionnels avant qu'il y ait les pays d'Est qui rentrent, et qui évidemment ils se sont engouffrés dans la brèche, il fallait le régler, tout le monde l'a compris, ça a buzzé dans tous les sens, mais tout le monde a compris que c'était une évidence. C'est pour ça que c'est arrivé à conclusion, parce que les gens, quand ils réfléchissent, quand ils regardent un problème, quand ils lisent les lois, au lieu de regarder le titre des journaux, eh ben, ils comprennent que si on approfondit les choses, eh ben, on va vite au fond des choses. Je crois qu'on n'est pas dans une confiscation du débat, on est dans des débats qui sont plus complexes, il faut passer plus de temps, le citoyen doit mieux s'informer, le citoyen doit plus s'approprier les choses qui se passent, et c'est compliqué, c'est plus facile de dire aux citoyens c'est rouge, c'est noir, c'est blanc, et c'est bleu, et vote pour moi, tout ira mieux. Il faut passer là-dedans. Je ne pense pas que le débat s'appauvrisse, je pense que le débat s'approfondit, et ça c'est important. C'est plus compliqué peut-être que pour nos grands-pères, mais c'est tout le défi qu'on a à vivre aujourd'hui. Monsieur Levedec, je sentais que vous aviez envie de répondre à cela. Oui, le débat est présent, évidemment. Maintenant, quand M. Petit dit qu'il faut que les Français s'approprient, que les Français comprennent, tout à fait, mais on ne leur laisse pas la possibilité. D'une part, ça va très vite, et on a vu par rapport à l'emploi, par exemple, actuellement, où M. Macron, de toute façon, fait passer les choses en force. Donc ça tue quand même une certaine partie du débat. Donc pour vous, le débat est confisqué en quelque sorte ? Sur certains points, oui. Je réponds. Parce qu'il y a quand même des choses... la pratique des ordonnances, ce n'est pas une confiscation du débat, puisque une ordonnance, c'est revoté. Le travail sur la réforme du droit du travail n'a pas été que par ordonnance. Okay, c'est pas un 49.3 quand même. Moi, je suis arrivé, j'ai voté, j'ai ratifié une quinzaine d'ordonnances qui avaient été prises par la précédente majorité. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc l'ordonnance, c'est démocratique. L'ordonnance, ça se vote avant, ça se vote après. Simplement, c'est des textes techniques, okay, qui demandent qu'on ne les écrive pas à 577. Parce que c'est compliqué de tenir un stylo à 577. C'est ça, les ordonnances. Mais les ordonnances, c'est pas le 49.3. On a dit dans la presse que c'est passé en force de mettre des ordonnances. Relisez la Constitution, regardez ce que c'est une ordonnance et comment ça marche. Ça passe même au Sénat. Okay, donc, une ordonnance, c'est pas de la confiscation du débat. C'est une autre manière de débattre. C'est dans la Constitution. Expliquez-moi dans ces cas-là les événements que nous vivons actuellement. Si ce n'est pas un passage en force, ça veut dire que tout le monde devrait avoir un bon ressenti par rapport à cela. Vous parlez du mécontentement social, la grogne sociale en fait. Mais je veux dire, on a le droit de ne pas être content. C'est une différence de dire il y a un débat et il y a une majorité qui décide des choses, ou il y a quelque chose qui est décidé qui ne me fait pas plaisir, et c'est pas pareil de dire il n'y a pas de débat. Je veux dire, moi maintenant, on n'est pas d'accord. On peut me dire que la réforme du droit du travail n'est pas une bonne réforme. Dans ces cas-là, discutons-en, posons-la sur la table. J'ai voté pour, à quelques exceptions près, mais j'ai voté pour, je veux bien en discuter. Mais il ne faut pas me dire qu'il y a confiscation du débat. Il y a un débat qui a été un débat qui a pris une des voies que permet la Constitution française au lieu d'en prendre une autre. Point, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de confiscation du débat, et surtout pas de confiscation du débat européen, au contraire. Là, on peut se poser la question, en ces cas-là, sur la légitimité de cette Constitution à l'heure actuelle également. Je suis républicain.
Je ne me pose pas ce genre de questions. En tout cas, on passera aux questions juste après, monsieur, à la fin du débat. En tout cas, il est impossible de parler de l'avenir de l'Europe sans parler évidemment des plus de 10 millions d'électeurs qui ont voté au second tour pour Marine Le Pen, sans parler évidemment des partis qui sont eurosceptiques et qui montent en Europe, ici aussi évidemment en Autriche avec le FPÖ. Qu'est-ce que vous répondez, Monsieur Petit, vous qui faites partie de cette majorité présidentielle, à ces millions de Français qui sont sceptiques quand ils entendent parler d'Union européenne? Je vais répondre à cette question en répondant à la précédente. On a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Voilà. Il y a des millions de Français qui ne pensent pas comme moi, et bien ils ont le droit. Quand ils sont en face de moi, j'ai passé quand même 10 ans de ma vie à vivre dans un quartier où on votait à 35% Front National et à être responsable social. Voilà, j'ai toujours respecté les gens quand ils pensent pas comme moi. C'est ma responsabilité de défendre mon point de vue et d'expliquer. Comment vous les convainquez alors? Mais je ne peux... je veux dire, le débat démocratique, c'est pas forcément de gagner. Voilà. Et moi, j'ai pas toujours gagné. Vous savez que je fais partie d'un parti qui n'a pas toujours gagné, au contraire. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Je ne me pose pas la question en ces termes-là. Je fais bien ce que j'ai à faire. Je défends mes idées. Voilà, ceux qui ne croient pas à l'Europe, qui regardent mes filles, qui viennent parler avec moi, qui viennent parler éventuellement polonais ou russe, et qui comprennent ce que c'est, quelle est cette richesse qu'on apporte. C'est le même débat sur l'abstention. J'ai une position sur l'abstention qui est très... Voilà, celui qui ne va pas voter vote pour le vainqueur. Et celui qui ne va pas voter vote pour le vainqueur. S'il ne va pas voter, personne ne l'a empêché d'aller voter. On n'est pas en Afrique. Je me bats pour qu'il y ait moins d'abstention. Ça fait partie même d'un des... Si vous allez sur mon site, vous verrez qu'il y a un onglet rien que pour ça. Mais je respecte les gens dans ce qu'ils croient. Je ne cherche pas à gagner. Et j'imagine qu'il y a aujourd'hui des démocrates anglais qui se disent, voilà, il y a une majorité qui a décidé de partir, et on part. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On vit en démocratie. Hein. Je vais le mettre d'accord tous les deux. Je crois que c'est Voltaire, et s'il y a des profs de français qui vont me corriger, je crois que c'est Voltaire qui a dit que je ne partage pas du tout votre idée, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez l'exprimer. Je crois que c'est à peu près ça. Ça a été attribué à Voltaire, mais c'est pas tout à fait lui. Il y a un débat là-dessus. Alors on pourrait ouvrir un débat, si vous voulez, pour continuer. En tout cas, ce que vous voulez dire, c'est que, comme M. Petit, je veux dire, c'est ça. La personne qui n'est pas d'accord en face de vous, et par exemple qui vote Front National, qui est eurosceptique... Mais je suis ravi d'avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Ça me permet de m'exprimer et de dire ce que je pense. Comment est-ce que vous essayez de... Je suis d'accord avec lui, c'est pas drôle, parce qu'au bout de 5 minutes, on est d'accord et ça va pas plus loin. Comment essayez-vous alors de convaincre cette personne? Vous lui dites, regardez l'Union européenne, regardez Erasmus, regardez ses projets? Oui, mais d'abord, je leur demande... non, si, il y a un truc qui est très simple. Je crois qu'il faut prendre des exemples toujours et des trucs simples. Moi, je lui dis, bon, alors, cher ami, revenons 9 ans en arrière, ou 10 ans peut-être. Combien payez-vous pour votre facture téléphonique? Et combien vous payez aujourd'hui? Eh bien, ça, c'est le résultat de l'Union européenne. Rappelez-vous tous ce que vous avez payé comme frais de téléphone. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on téléphonait moins parce que c'était cher, mais ça, c'est un exemple très positif. L'histoire de la circulation, sans passeport, où on passe les frontières, bon, alors on va me dire, ah oui, mais il y a l'immigration, il y a tout ça. Ah non, mais attendez, pour les Européens, c'est quand même quelque chose de très positif. L'euro, c'est quelque chose de relativement positif. Et vous sentez quand même qu'il y a une inquiétude sur ces sujets-là? Mais non, moi je ne crois pas. Écoutez, on est tellement habitué à vivre bien sur notre continent. Moi, j'ai voyagé beaucoup, je continue à voyager un peu partout dans le monde. Quand vous arrivez dans certains pays, vous voyez comment ça se passe sur le plan démocratique, sur le plan de fonctionnement, sur le plan de l'administration, sur le plan de la police, de la sécurité. Bien, vous êtes bien content quand vous revenez en France. Voilà. Ou en Europe. Et donc, je crois qu'il suffit de convaincre les gens qui sont un peu sceptiques là-dessus. Alors évidemment, c'est un autre problème lorsque vous parlez d'extrême droite, etc. Parce qu'ils sont anti-européens, parce qu'ils veulent être en opposition contre les gens qui dirigent les pays et l'Union européenne. Ils se disent pour une Europe des nations. Oui, une Europe des nations à leur façon. Et moi, je n'ai pas de problème de ce côté-là, parce qu'ils savent très bien ma position. J'ai vécu dans une famille où mon père a fait le débarquement de 6 juin 1944, est allé jusqu'à Berlin
et il a ouvert le camp de Birkenau. Je dois dire que j'ai une jeunesse où on m'a appris ce qu'était l'extrême droite et le danger qu'elle représente. Donc ça, je crois que les Français ne sont pas ignorants de tout ça, et ils connaissent tout ça très bien, y compris nos enfants qui sont dans nos écoles, et donc je crois qu'on n'a pas de souci à se faire par là. Après, le problème de les convaincre, ça c'est un autre problème. Je reviens sur cette problématique de convaincre. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît et qui pour moi est très symbolique. C'est la position du Front National par rapport à la sortie de l'euro. C'est la démocratie qui le fait sortir. C'est-à-dire que tant qu'on est quasiment sûr de ne pas passer au premier tour, okay, on dit ouais, on va sortir de l'euro, on va sortir de l'euro. Et puis un jour, on commence à gagner dans les sondages, et puis un journaliste qui dit Madame Le Pen, comment vous sortez de l'euro? Et puis on recule. C'est ce qui se passe en Pologne. En Pologne, ça fait 10 mesures qui sont annoncées. Okay, on va faire, et puis on revient. Parce qu'il y a un moment où on sent bien que dans une démocratie, même qui est imparfaite, constitutionnellement peut-être imparfaite, mais on sent bien qu'à un moment, le contrôle va exister si le contrôle est bien informé, si le citoyen, enfin, il y a un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'elle a sorti à ce moment, parce que Mme Le Pen a sorti à ce moment-là, elle a inventé un truc, elle a dit une grosse bêtise, quoi. Voilà, et les gens, qui était compréhensible par tout le monde que c'était une grosse bêtise. Donc à ce moment-là, voilà, il faut laisser la démocratie s'exprimer. Je fais quand même partie je fais partie d'un parti, excusez-moi, je suis membre d'un parti qui dit depuis plus de 15 ans, qu'il faut qu'il y ait une dose de proportionnel pour que les gens s'expriment, pour qu'ils viennent s'exprimer. Et je vous assure que dans ma commission, j'ai Madame Le Pen, dans ma commission des affaires étrangères, j'ai Madame Le Pen, et ben je vous assure que plus elle parle, moins il y aurait de gens qui votaient pour elle si on la regardait. Parce que c'est vrai que des fois on se dit mais c'est impossible ce qu'elle raconte, quoi. Voilà. Donc laissons la démocratie s'exprimer et débattons. Et après il y a des gens qui décident, qui sont exécutifs, qui décident. Je rappelle que je ne suis pas exécutif. Hein. Je suis dans la majorité, mais je ne suis pas exécutif. Donc. Cette députée... Précision importante. Monsieur Levedec, ce que dit Monsieur Delpicka, c'est que c'est sur le terrain de la vie quotidienne, des effets concrets dans la vie quotidienne des Français qu'il faut convaincre sur l'Union européenne. Est-ce que vous êtes de cet avis? Tout à fait. Il faut convaincre dans ce sens-là en prenant des exemples très concrets. Moi, je sais que je fais ce travail pas simplement avec les Français, mais également avec mes compatriotes, mes compatriotes slovaques, parce que je suis domicilié en Slovaquie, où on voit aussi une augmentation du populisme, hein, comme on le voit en Hongrie ou en Autriche ou en Pologne. Et j'essaye aussi de leur prendre souvent l'exemple de « mais regardez les chiffres, regardez ce qui va vers l'Union européenne et ce qui vous retourne. » Et pour une majorité de ces pays-là, il y a plus à revenir. C'est notre rôle à tous, c'est notre rôle de débattre, essayer de faire changer ces idées, mais le souci, beaucoup de gens qui veulent Front National, pour moi, le nerf de la guerre est économique. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne voient plus d'avenir, qui ont vu passer différents gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, et qui n'ont plus confiance en la politique actuelle. Et c'est à ça qu'on se retrouve confronté, et souvent nos arguments qui nous parlent, parce que nous sommes déjà convaincus, ne parlent pas à ces gens-là. On va laisser la parole à la salle maintenant. J'ai vu qu'il y avait une question au deuxième rang, monsieur, où le micro va circuler. Les questions seront courtes et les réponses le plus courtes possible aussi, s'il vous plaît, de façon à ce que le plus de personnes possible puissent s'exprimer. Merci beaucoup. Et merci de vous présenter aussi avant de poser la question. Bon, Gérard Giraud. Allô? Oui. On entend. Bon, la Commission européenne a présenté un budget extrêmement concret pour les années 2021-2027. Et je crois que si on fait quelque chose de pragmatique et de concret pour les citoyens européens, pour les motiver pour voter l'année prochaine pour le Parlement européen, beaucoup de choses dépendront de la compréhension de ce budget proposé par la Commission européenne. J'ai pris un peu de temps pour regarder les propositions de ce budget et les comparer au discours de la Sorbonne de M. Macron. On
peut constater, à mon sens, qu'au moins 80% des propositions de M. Macron sont reflétées dans le budget présenté par M. Juncker et la Commission européenne. Pourtant, si on regarde les réactions des pays, et en particulier les réactions de la France, je n'ai noté qu'une seule réaction, une réaction du ministre de l'Agriculture, qui dit les coupures qui vont être imposées par Bruxelles sont intolérables. Comment pensez-vous qu'on puisse avancer en Europe si même la France, qui voit 80% de ses propositions soutenues, s'accroche sur la partie où elle devra faire quelques concessions? Est-ce que votre question s'adresse à une personne en particulier ou à ceux qui le répondent? Alors, M. Delpica et puis après M. Petit. Bon, alors moi j'ai une réponse qui est simple. Vous connaissez le problème de nos agriculteurs en France. Bon, mais oui, c'est la catégorie sociale en France qui est actuellement en plus grande difficulté. Le budget européen a diminué en ce qui concerne l'agriculture, ça fait baisser les subventions et les premiers touchés sont les agriculteurs français. Pas les Allemands parce qu'ils ont une agriculture tout à fait différente, qui est partie de presque rien et qui est devenue, je dirais presque une agriculture industrielle et qui fonctionne très bien. Mais les subventions en France, elles sont absolument nécessaires. Et je comprends très bien le ministre de l'Agriculture parce que sans ces subventions, on aura l'année prochaine, je ne sais pas combien, mais au moins 100 000 agriculteurs au moins, sur les 500 000, au moins 100 000 qui seront en très très grande difficulté alors qu'ils sont déjà en grande difficulté. Voilà pourquoi le ministre a réagi comme ça, et je pense qu'il a raison de le faire déjà maintenant. Mais vous savez que ce budget n'est pas encore adopté, c'est une proposition, et qu'il y a encore des négociations qui vont avoir lieu, bientôt d'ailleurs la première partie, et le reste après. Donc on espère qu'on en sortira pour l'agriculture, et en tout cas de temporiser, si vous voulez, de prévoir cette diminution des subventions dans un temps plus éloigné. Monsieur Petit. Oui, réponse sur l'agriculture. D'abord, je suis ravi de constater que le débat existe en France, puisque même au sein du gouvernement, apparemment, il existe. Donc c'est très bien. Effectivement, le ministre de l'Agriculture se doit de réagir comme ça pour l'instant. On est dans un processus qui va être long. La décision sur les baisses de la PAC pour les agriculteurs français est une décision qui était prévue depuis très longtemps, on le sait. S'il faut rentrer un peu plus dans la technique, ce qui est en train de se préparer, en fait, c'est un passage des piliers les moins à soutenir, je peux dire comme ça, voilà, des piliers les moins à soutenir où ça sera le plus facile, vers les piliers les plus à soutenir. C'est-à-dire que nous avons une agriculture en France qui est une agriculture qui n'a pas qu'un rôle agricole, qui a un rôle de territoire, qui a un rôle de protection du territoire, surtout sur des petites agricultures, sur ce qu'on appelle les agriculteurs en territoire difficile, ou je ne sais plus comment, les zones, voilà, où la subvention est indispensable. Il suffira de faire un rééquilibrage, que pour des raisons politiques aujourd'hui on ait besoin de faire des déclarations. Ce que vous dites ne fait que confirmer qu'il y a un débat qui existe et qui n'est pas simple, y compris en France. Ça prouve qu'on est tous des citoyens européens. Tous les agriculteurs, y compris en Pologne, hein, vont râler après ça. Mais il faudra bien qu'à un moment, on n'est pas là... Ce que je voudrais dire pour aller dans un sens extrêmement positif de l'exemple que vous présentez un peu comme négatif, c'est qu'on n'est pas l'équipe de France essayant de gagner des choses par rapport à d'autres. Comme l'a dit l'ambassadeur tout à l'heure, c'est évident aujourd'hui que, vu la crise dans laquelle le monde est aujourd'hui, on doit mettre des moyens européens sur d'autres sujets que ceux qui étaient au début. Et voilà, et il y aura des mécontents. Il y aura des mécontents en France, en Pologne, en Roumanie, en Autriche. Il y aura des mécontents et le politique est là pour marier les mécontentements et faire avancer. On est au début d'un long processus. Je comprends que ça soit un peu choquant de voir un gouvernement en tiraillement. C'est pas la première fois que M. Travers est en tiraillement avec certains de ses collègues, quand même, avec le collègue avec la loi sur les néocorticoïdes aussi. Quoi. Je veux dire, on sait bien que... Mais c'est là que se situe le débat et c'est là que se situent les arbitrages. C'est très bien, c'est démocratique. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Pardon, une Rapidement, seconde, rapidement. Si on n'organise pas cette... En Europe, on veut tous bien manger. Et on veut manger de plus en plus une nourriture de qualité. Si on ne protège pas cette agriculture, eh bien demain,
vous mangerez tous des poulets brésiliens ou autres, et qui ne seront pas... Mais oui, c'est ça. Madame? Merci, je m'appelle Claudia Coulidi. Et j'ai la question, j'ai l'impression que part de la population française est en grève, et j'aimerais bien demander si c'est à cause du changement du droit du travail ou si c'est une certaine résistance contre le gouvernement. Alors, Monsieur Petit. Donc, il n'y a pas une grande part de la France qui est en grève. Il y a beaucoup de Français qui travaillent. Quand même. Une part de la France de bloquée, on va dire. Oui, ça c'est pas pareil. Et puis voilà, on prend l'habitude. Il y a du monde dans les rues. Nous, on n'a pas le droit de grève. Voilà, il y a eu 40 000 personnes le week-end dernier à Paris sur une journée de mobilisation, organisée d'ailleurs à l'initiative d'un député de la Nation, ce qui est pour moi assez surréaliste dans la manière dont je m'imagine ma mission. Voilà. Vous n'imaginez pas organiser une manifestation? Moi, si j'estime que je suis dans une expression démocratique qui a sa place dans l'hémicycle et dans ma commission, et pas dans la rue. Mais c'est un autre débat. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que je ne crois pas que la France est bloquée. Il y a des mécontents en France, effectivement, des mécontents d'ailleurs qui ne sont pas d'accord entre eux, très souvent dans les mêmes cortèges, parce que c'est quelque chose qui a été vu. Voilà, il y a des mécontents, il y a un débat qui s'organise, ces mécontents sont représentés à l'Assemblée nationale, ils sont représentés maintenant à l'Assemblée nationale, ils partent, ils parlent, ils débattent avec nous. Je ne pense pas que la France soit en danger d'être bloquée. Je crois que la grande majorité des gens font crédit de ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Les chiffres sortis dans la presse ce matin, et notamment pour moi le Ouest France, vu mon nom de famille, donnent quand même 65% des Français mécontents de la politique de l'emploi de Monsieur Macron. Donc ça ne va pas vraiment dans le sens de ce que vous dites, Monsieur Petit. Mais très bien, je dirais, c'est un sondage de Ouest France. Voilà, c'est comme quand on me dit. Pas un sondage Ouest France. Ouest France ne fait pas les sondages lui-même. Oui, c'est un sondage. C'est un sondage. Voilà, il y aura des mécontents. Je suis un mathématicien de formation, donc voilà, j'avoue que j'ai un peu de mal à considérer les sondages autrement que par une fonction assez particulière des statistiques et pas pour un nombre. Je vous assure qu'en ce moment, il y a en France des citoyens qui sont relativement satisfaits de ce qui se passe. Il y en a qui sont en doute, il y en a qui sont mécontents, comme cela est naturel quand on réforme. Donc il y a 35% de satisfaits. Vous êtes mathématicien, s'il y a 65% de mécontents. Je suis mathématicien, donc un sondage, c'est une probabilité. Okay, c'est pas une probabilité avec un décompte. Avec un plus-moins. Oui, mais c'est pas un décompte. Il n'y a pas 65% des Français. Il y a un sondage qui a déduit et qui a fait un calcul de probabilité. Mais il n'y a personne qui a compté 64 millions de personnes. Alors on va revenir plutôt au cadre européen avec peut-être une question sur ce thème-là, monsieur. Bonsoir Pascal Liot. Je voudrais juste revenir sur un chiffre. J'ai pris le site du Parlement européen. Le taux d'abstention aux élections européennes ne cesse d'augmenter de façon importante. Qu'est-ce que vous envisagez clairement pour limiter la casse? Parce qu'on est descendu à 42%. Plus d'un électeur sur deux, effectivement, s'abstient je redis aux ma européennes. Je m'excuse, je me suis imposé. Je redis ma remarque de tout à l'heure. Merci. Je redis ma remarque de tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne considère pas l'abstention comme une maladie honteuse. Je la combats, mais je ne la considère pas comme une maladie honteuse. S'abstenir, c'est faire un choix démocratique. Pour moi, je respecte les concitoyens qui ne vont pas voter parce qu'ils n'ont pas trouvé leur truc. Je ne suis contre, je veux m'opposer, je veux que le plus de gens participent au débat, mais je ne lutte pas contre le symptôme. Je ne guéris pas la varicelle en cachant les boutons. Monsieur Delpica n'est pas d'accord, on va peut-être expliquer pourquoi. Je rajoute juste ma phrase, après je vous laisse la parole. Ce que je fais moi, j'en fais un indicateur très précis de mon action. C'est-à-dire que je vais prendre le risque, moi, je veux que dans ce que je veux faire, je veux que cette abstention diminue. Je vais, non seulement chez les Français, mais dans les pays où je suis implanté, okay, j'y attache une très grande importance. Et je crois que la bonne démarche pour faire ça, c'est pas
de faire, c'est pas de se battre sur la facilité d'aller voter, c'est pas de faire des grands mots, c'est d'aller dans le fond des choses, c'est-à-dire d'aller proposer des manières de se réapproprier ce qui se passe. Okay, par exemple, à l'automne, là je viens d'organiser, comme j'ai organisé mes séminaires sur le budget de la France, nous allons organiser des séminaires dans une dizaine de villes de ma circonscription sur c'est quoi le Parlement européen. Voilà, avec toujours le principe de information et après débat. Mais d'abord on s'informe et on essaie de comprendre ce qui se passe. Et il faut voter, il faut que tous vous alliez voter dans votre pays d'origine. Mais... La parole à M. Del Pica qui sauf erreur de ma part, a porté l'idée de permettre le vote électronique pour les Français de l'étranger. Oui, j'ai fait une loi à une époque, il y a quelques années, pour faire voter les Français de l'étranger sur Internet. Pour une simple raison. Ici à Vienne, on peut aller encore à l'ambassade, etc. Et encore, si on habite au Fort Albert, c'est beaucoup plus difficile. Mais dans certains pays, vous êtes en Australie par exemple, pour aller voter, il vous faut 3 jours parce qu'il faut prendre un avion pour aller voter, puis encore revenir. Bon, et aux États-Unis, c'est pareil. Donc le vote. Alors, c'est pas la solution pour tout le monde, bien sûr, mais le vote électronique, ça aide beaucoup à augmenter la participation. Maintenant, la participation. D'abord, c'est un peu la faute des parlementaires européens, parce qu'eux-mêmes ne font pas campagne pour se faire connaître et faire connaître l'intérêt qu'auraient les Français ou les Européens à voter pour leurs parlementaires. Parce que si vous n'expliquez pas aux gens qui votent pourquoi ils ont intérêt à voter, si on ne leur dit pas pourquoi ils ont intérêt à voter, ils ne vont pas se déplacer. Alors, généralement, c'est au mois de juin, il fait beau, on part en week-end et on ne s'embête pas pour aller voter. Donc pour le Parlement européen, ça, c'est la faute des parlementaires. Mais pour les Français de l'étranger, ils sont aussi fautifs. Regardez la dernière législative en Espagne, la partielle en Espagne, premier tour, 7% de votants. Je crois qu'il va falloir modifier la loi pour ne pas rendre une personne éligible s'il n'y a pas un pourcentage de votants important. Je crois qu'on va y arriver un jour, parce que si on ne veut pas aller voter, alors après on se plaint que il y a pas de la participation est trop basse. Ben, écoutez, il faut se prendre par la main soi-même et aller voter et faire voter. Monsieur Le Vaudec, vous souhaitez réagir sur la participation ou oui, sur la participation, une dernière question. Je suis entièrement d'accord avec Monsieur Del Pica sur l'importance du vote électronique, mais l'abstention est pour moi surtout due au fait d'un manque de croyance. Tout le monde se dit, les gens se disent, de toute façon, ça ne sert à rien. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut que tous les politiques, tout le monde travaille sur l'importance. C'est-à-dire qu'il faut revenir à responsabiliser, parce qu'on est on a tous notre destin en main. Ça rejoint ma question de tout à l'heure sur comment convaincre les eurosceptiques. Là, comment convaincre un abstentionniste de se déplacer finalement? Leur intérêt qu'ils ont à aller voter. Une dernière question avant de rendre la salle, peut-être? Oui, monsieur, le micro arrive. Oui, bonjour, donc Kamachiti Sergio. En fait, j'aimerais juste revenir sur la dernière question qui a été posée et aussi sur les compléments qui ont été apportés par les différents invités. On a parlé donc beaucoup d'eurosceptiques, ce que je comprends, mais il y a aussi toute la problématique en fait des personnes qui ne sont pas du tout sensibilisées en fait aux questions européennes. Moi, j'ai eu l'occasion de beaucoup me déplacer sur les territoires, notamment dans le sud de la France, où je vais rencontrer les jeunes, que ce soit des lycéens, des collégiens, qui vont donc demain pour certains des primo-votants. Et la problématique, ce n'est pas simplement la question en fait de quel futur est-ce qu'on veut pour l'Union européenne, c'est simplement en fait qu'on ne comprend pas les institutions. Ça a été dit précédemment, mais la problématique aussi, c'est au-delà des institutions européennes, c'est même notre fonctionnement national qu'on ne comprend pas. Donc forcément, ne pas comprendre les institutions nationales, donc ne pas comprendre les institutions européennes, ça pose un réel problème. Et donc la vraie question serait qu'est-ce qu'on va envisager demain pour aller pas pour aller sensibiliser un public qui est déjà averti, qui est déjà sensibilisé à ces questions, comme des universités ou des personnes qui auront la chance d'aller dans un lycée, mais des personnes qui ont une vraie méconnaissance en fait de notre système pour justement pouvoir avoir les clés de compréhension, ces clés pour pouvoir voter demain. Monsieur Del Pica, comment on apporte ces clés de compréhension? Écoutez, dans une campagne électorale, il y a déjà une chose que vous pouvez faire, vous rayez tous ceux qui sont convaincus. Ce n'est pas la peine d'aller leur rappeler, ils sont convaincus d'aller voter, bon, qu'ils aillent voter, très bien. Par contre, il y a toute une frange, et ce sont toujours les mêmes, souvent. Hein. Attention, il y a souvent les mêmes qui sont toujours dans les bureaux de vote, vous les rencontrez chaque fois qu'il y a une élection, vous rencontrez à peu près les mêmes, mais
D'autres, vous ne les voyez jamais dans les bureaux de vote. Vous les rencontrez ailleurs, mais pas dans les bureaux de vote. Et lorsque vous leur dites, ah ben, il faut aller voter pour ceci, pour cela, etc., c'est votre intérêt, mais venez pas vous plaindre après, lorsque vous me dites, ah, vous venez me voir parce que vous dites, oui, mais voilà, le consulat ne veut pas faire ceci, ne veut pas faire cela, parce qu'on n'a pas changé telle loi ou telle directive ou telle ordonnance, etc. Là, vous pouvez les convaincre, mais voyez, un exemple. Avant, vous étiez obligé d'aller au consulat pour faire d'aller deux fois pour faire un passeport. Maintenant, vous n'êtes plus obligé, vous pouvez y aller bien sûr, mais une fois suffit. On vous l'envoie par la poste si vous le demandez. La même chose pour les cartes d'identité. Non, carte d'identité, il faut retourner parce qu'il faut signer. Mais il y a des choses comme ça qu'on fait avancer parce que, lors d'une élection, on a mis en avant ce thème et les gens responsables, à l'Assemblée ou au Sénat, ou à l'Assemblée des Français de l'étranger, l'ont développé. Donc il faut convaincre les gens de l'intérêt qu'ils auraient, ou des intérêts qu'ils auraient, à voter lors d'une élection. Mais au-delà de ça, la question pointée du doigt, le fait qu'il y a peut-être un manque de lisibilité des institutions européennes. Alors, pour ce qui est du Parlement européen, ça c'est la faute des parlementaires européens et j'en suis pas responsable, mais on essaie quand même d'expliquer nous pourquoi et comment. C'est vrai que le fonctionnement du Parlement européen, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà assisté à des votes au Parlement européen, il bloque tous les votes, il les garde pour un mercredi tous les 15 jours ou un truc comme ça, et on passe toutes les lois en disant oui, la loi numéro tant, oui, pour, contre, etc. Donc là, quand vous êtes là-dedans, vous dites mais c'est pas possible, comment ça se passe? Alors ils ont discuté des lois avant, bien sûr, mais on vote comme ça. Et on explique ça, ou on montre ça à la télévision, comment ça se passe pour le vote au Parlement européen. Là, les gens ne comprennent plus rien. Et effectivement, vous avez raison, ça manque d'informations sur les institutions européennes. À chaque élection, le gouvernement en place, qu'il soit de droite ou de gauche, lance une campagne d'information. À mon avis, et là j'accuse tous les gouvernements précédents, celui-là pas encore parce que ce n'est pas encore fait, mais tous les gouvernements précédents ont fait des erreurs monstrueuses parce qu'ils ont fait une information pour les gens qui connaissent déjà le fonctionnement, en allant dans les détails. Au lieu de parler par quelque chose de simple, on dit, voilà, vous savez, le truc le plus simple, c'est une image. Hein. Le parlementaire européen, il vote ça, tac, tac, vous mettez les 3 points, etc. Voilà, une genre de... Enfin, je pense que c'est une campagne qui devrait se faire et qui aurait des résultats beaucoup plus importants et efficaces. Je crois que la question était aussi, est-ce que les instances ne sont pas trop lourdes pour que les gens puissent s'y retrouver? Ah ben les instances européennes, alors là, et là je suis d'accord avec le président, Emmanuel Macron, qui veut réformer ces instances, et il veut les réformer très, très profondément. Donc, moi, je suis tout à fait pour. Réformons un maximum, faisons des choses simples. À l'époque d'Internet et d'information sur Internet, on n'a pas besoin d'avoir toutes ces directions européennes d'information. Vous savez que chaque direction a une sous-direction de l'information. Et donc, on multiplie le nombre de fonctionnaires, ça fait plaisir aux pays qui veulent placer les gens, bien sûr. Les diplomates sont très heureux. L'ambassadeur n'est pas là, mais il aurait pu vous dire, ah ben oui, à Bruxelles, on essaie de placer des Français dans tous les postes, etc. Très bien. Sauf que ça fait une grande assemblée de fonctionnaires. Et puis, évidemment, si vous essayez de comprendre là-dedans... voilà. En tout cas, Monsieur Petit, une dernière remarque. L'ensemble des fonctionnaires de la communauté européenne, je crois que c'est la moitié de des fonctionnaires de la ville de Strasbourg. Il faut quand même, quand on parle de chiffres, on parle de chiffres. Donc, effectivement, on peut en économiser. Peut-être, mais rappelons quand même que la fonction publique européenne, c'est la moitié de la fonction publique de la ville de Strasbourg. En tout cas, cette question européenne nous mobilisera, nous intéressera juste toute l'année qui vient, évidemment, puisque les élections européennes auront lieu fin mai 2019. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci à vous d'y avoir assisté, d'être venus nombreux, et bonne soirée à tous.